C'est bon là? Bonjour et bienvenue dans ce premier point sécu. Ici, nous allons apprendre ensemble les bases de l'informatique en nous concentrant sur les notions fondamentales en sécurité informatique. Ça va pas être méga chiant ce truc? Mais non! Le but, ça va être vraiment de vulgariser de manière sympa comment ça marche la sécurité. Pour cet épisode, on va commencer par la base, on va commencer par parler des mots de passe. C'est quoi un mot de passe? Comment est-ce que l'ordinateur les gère? Et surtout, comment faire un bon mot de passe? Je prends le point, on se retrouve tout de suite après le générique. Luc? Oui. Générique! Pour commencer cet épisode, commençons par un petit historique du mot de passe. Le premier mot de passe a été créé en 1961 au très célèbre MIT, afin de permettre aux étudiants d'accéder au CTSS, le Compatible Time Sharing System. C'était un des premiers ordinateurs à pouvoir être accédé par plusieurs personnes en même temps. Donc du coup, chaque personne pouvait utiliser et modifier les fichiers qu'il possédait et il fallait donc que seul le propriétaire du fichier puisse y accéder. La solution de mot de passe, c'est ce qui paraissait le plus naturel au final. Bon, il y avait des mots de passe avant la création de l'informatique, mais notamment dans le domaine militaire, mais c'est pas le sujet de l'émission là. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. On me dit le plus grand bien de vos harengs pommes à l'huile. Le patron vous en mettra un ramequin. Vous vous ferez une idée. Après ça, les mots de passe ont été les moyens d'authentification les plus couramment utilisés pour un compte soit sur un ordinateur, soit sur un site web. On a aussi différents systèmes qui ont besoin de mots de passe pour une authentification, comme pour autoriser le lancement des missiles nucléaires par exemple. Jusqu'en 1977, le code de tir nucléaire américain était 8.0, ceci afin de ne pas ralentir le processus de mise à feu. Dans le contexte de la guerre froide, la disponibilité a pris le pas sur la confidentialité. On reviendra dans une autre émission sur les différents critères de sécurité comme la disponibilité ou alors la confidentialité. Bon, au final, c'est quoi un mot de passe? Un mot de passe, ça va être une chaîne de caractères plus ou moins longue qui peut être composée de chiffres, de lettres, de majuscules, de minuscules et même de caractères spéciaux comme un point d'exclamation ou alors une virgule. Oui, mais pas que. C'est avant tout un moyen d'authentification, c'est-à-dire que l'utilisateur du système va devoir prouver qu'il est bien celui qu'il dit être. Pour cela, l'ordinateur et l'utilisateur partagent un secret en commun, le mot de passe. Il prouve donc à l'ordinateur qu'il connaît le secret et qu'il est donc bien la personne qu'il dit être. Un secret comme j'ai toujours rêvé d'être une licorne, ça passe. Ouais, mais ça marche, mais bon, si tu mets que ça comme mot de passe, j'ai toujours rêvé d'être une licorne, mais c'est pas vraiment ce que j'entendais par un secret. Bref, si vous réfléchissez un peu à comment l'ordinateur doit vérifier que le mot de passe est le bon, on va vite être confronté au problème du stockage du mot de passe. Comment faire pour stocker le mot de passe afin que l'ordinateur puisse vérifier que celui donné par l'utilisateur est le bon sans que les autres utilisateurs n'y aient accès? Je le stocke dans un fichier et je fais en sorte qu'il soit accessible que par la machine. Mais non. Si un attaquant a un accès total à la machine, rien ne l'empêchera d'avoir accès au mot de passe, qu'il soit en clair ou qu'il soit chiffré. On reviendra dans un autre épisode sur l'histoire des droits et comment font les cybercriminels pour prendre le contrôle d'une machine dans un prochain épisode. On fait comment du coup pour les mots de passe là? On se rend compte d'une chose en réfléchissant à ce problème. Il faut considérer que la machine peut être à tout moment compromise. Si on prend ça en compte, le meilleur moyen reste donc de ne pas stocker du tout le mot de passe. Et pour ça, les mathématiciens vont bien nous aider puisqu'on va pouvoir utiliser les fonctions de hachage. On impute la paternité du concept de hachage au cryptographe Robert Morris, soit une fonction de hachage petit f d'un ensemble grand S dans un ensemble grand N. Petit f est dite parfaite pour l'ensemble grand S si elle est une injection de grand S dans grand N. Oh, arrête, sans déconner, il va rien comprendre l'autre, tu fais pas de définition mathématique comme ça. Désolé. Une fonction de hachage est une fonction qui, pour une chaîne de caractères donnée, potentiellement infinie, va donner une chaîne de caractères de taille fixe et potentiellement unique, que l'on nomme l'empreinte. Pourquoi potentiellement, genre c'est pas le cas? Le problème avec les chaînes de caractères infinies, c'est qu'elles sont infinies quoi. On imagine très bien qu'il va être impossible de contenir un espace infini dans un espace fini. Si on prend l'exemple du MD5, qui est une des fonctions de hachage les plus connues, pour n'importe quelle chaîne de caractères en entrée, la fonction va nous donner une chaîne de caractères de 128 bits. 128 bits donc. Ça nous donne environ 400 sextillions de combinaisons possibles, soit 4 fois 10 puissance 38. Ça nous laisse pas mal de combinaisons possibles au final. Et la fonction de hachage doit aussi répondre à 3 propriétés distinctes. Premièrement, il doit être très difficile de tenir le message original à partir de l'empreinte. On appelle ça l'attaque sur la préimage. Deuxièmement, à partir de la fonction de hachage, d'une chaîne de caractères et de son empreinte associée, il doit être très difficile d'obtenir une autre chaîne qui donnerait la même empreinte. C'est l'attaque par la seconde préimage. Enfin, il doit être très difficile de trouver deux entrées ayant la même image. Si ça arrive, on appelle ça une collision. La 2 et la 3, c'est pas pareil?
Bah non, si tu prends par exemple un groupe de 22 personnes, il va être très peu probable qu'une de ces personnes ait la même date d'anniversaire que la tienne. Ça, c'est l'exemple de la seconde préimage. Par contre, En revanche, quoi en revanche? ça ne se dit pas, il faut dire en revanche. Depuis quand? Depuis que Voltaire trouvait cette formulation terriblement laide. Il a dit qu'elle devait rester cantonnée au langage commercial. Donc, il y a très peu de chances que quelqu'un ait la même date d'anniversaire que toi. En revanche, il y a 50% de chances que deux des personnes du groupe aient la même date d'anniversaire. On appelle ça le paradoxe d'anniversaire. Et ça correspond aux collisions. Bon, enfin, c'était le 29 février, c'est vachement plus dur quand même. Putain, mais pourquoi je te parle, toi? On dit que le résultat d'une fonction de hachage s'appelle le hash, ou l'empreinte du mot de passe si vous voulez. Puisqu'on ne peut pas retrouver le mot de passe à partir de l'empreinte, on voit bien que le moyen le plus simple de le récupérer, sans le connaître, c'est donc d'essayer toutes les combinaisons possibles. Si on retombe sur l'empreinte, c'est que c'était bien le mot de passe. Et cette méthode, on appelle ça le brute force, ou l'attaque par force brute si on est en France. On peut distinguer deux modes d'attaque par brute force. Le premier est dit incrémental, c'est le plus intuitif. On va essayer toutes les combinaisons possibles. Par exemple, on va commencer par AAA, puis AAB, puis AAC, etc. etc. C'est une méthode infaillible, puisqu'au bout d'un certain temps, on est obligé de tomber sur le mot de passe à trouver. Dans ce cas, c'est bien la robustesse du mot de passe qui entre en jeu. Plus le mot de passe est long et compliqué, plus il va être difficile à casser. La seconde méthode est la méthode dite du dictionnaire. À partir d'une liste de mots de passe les plus couramment utilisés, on va tester un à un pour voir s'ils correspondent à l'empreinte du mot de passe à casser. La plupart des algorithmes ne se cantonent pas juste à utiliser les mots du dictionnaire. Ils utilisent des permutations de ces mots, ils rajoutent des chiffres à la fin, etc. Cette méthode est beaucoup plus rapide que l'incrémental, mais si le mot de passe à trouver n'est pas présent dans la liste, vous le trouverez simplement pas. On se rend vite compte que quand on veut casser plusieurs mots de passe, que ce soit en incrémental ou par dictionnaire, on va devoir recalculer à chaque fois le même hash pour chaque brute force. Genre AAA, AAB, AAC. On a déjà calculé leur empreinte à ça. Et c'est vraiment une perte de temps de les recalculer. Comme en informatique, on est quand même des gros branlos en général, et pour éviter de perdre du temps qui peut être très long souvent, on va utiliser ce qu'on appelle une rainbow table. Une table arc-en-ciel. Sérieux. Une rainbow table est une structure de données comportant deux entrées, une chaîne de caractères et son empreinte associée. La structure est optimisée pour permettre une recherche accélérée d'un mot de passe à partir d'une empreinte. Donc ça, c'est la version plutôt simplifiée. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, une rainbow table, mais on va passer. Donc puisque les calculs du hash sont déjà faits, il suffit d'avoir une rainbow table suffisamment conséquente et de faire une recherche dedans à partir de l'empreinte que l'on a récupérée. Bon, en vrai, les rainbow tables, ça prend vachement de place pour être vraiment utilisable. Par exemple, pour une rainbow table de tous les mots de passe de 9 caractères, on arrive à plus de 3 millions de téraoctets. Ça fait quand même pas mal. C'est pour ça qu'on utilise plutôt des rainbow tables sur les mots dérivés du dictionnaire. Si vous voulez vous renseigner, il y a un lien en dessous qui va vous expliquer un peu le principe vraiment en détail. Afin d'empêcher l'utilisation de rainbow table et de renforcer le mot de passe, on dit aussi durcir le mot de passe, des systèmes de stockage de mots de passe utilisent ce qu'on appelle du cell. Le cell est une chaîne de caractères aléatoire qui est différent pour chaque utilisateur et que l'on va ajouter à la fin d'un mot de passe avant d'appliquer la fonction de hachage. Par exemple, si on veut enregistrer comme mot de passe Toto, l'ordinateur va choisir un cell. On va choisir... T'as pas une idée toi? Oh, Popek. Popek, il est hilarant comme mec. Ok. Donc si on va utiliser Popek comme cell et qu'on enregistre le mot de passe Toto pour un nouvel utilisateur. Donc le système il va hacher le tout, il va hacher Toto Popek. Il va ensuite stocker l'empreinte et le cell associé Popek. Donc quand l'utilisateur voudra utiliser son mot de passe pour se connecter, l'ordinateur va prendre le mot de passe donné, il va ajouter le cell qu'on avait stocké avant, puis hacher le tout et enfin du coup on va le comparer à l'empreinte qu'on a eue. Avec tout ça, vous devrez maintenant vous rendre compte que si un site vous envoie un email de confirmation de création de compte avec votre mot de passe dedans, vous savez le mail qu'on reçoit tout le temps, genre merci d'avoir créé ce compte sur notre super site, pour rappel votre login est machin, votre mot de passe est machin, au final ça pue quoi. Genre soit il le stocke en clair quelque part, soit alors il le manipule en clair à un moment donné. Et ça faut pas qu'il le fasse. Je crois que j'ai compris là, mais du coup c'est quoi les bails pour faire un bon mot de passe? En 2014, on avait Splash Data qui a publié un top 25 des mots de passe les plus utilisés. On retrouvait dans le top 3 genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, Password et 1, 2, 3, 4, 5. Mon préféré c'est quand même le numéro 25, Trust No One. Genre même lui il n'arrive pas à se faire confiance pour retenir un mot de passe. Moi j'ai mis incorrect comme mot de passe. Comme ça, quand je l'oublie, l'ordi il me dit votre mot de passe est incorrect. Ah mais t'as rien compris à ce que j'ai dit avant. J'ai qu'à écrire en lit. On m'a dit que c'était vachement plus sécure. Le langage lit est un langage inventé dans le monde informatique afin de rendre illisible aux noobs du texte. Il consiste en des substitutions de lettres. Par exemple, dans ce cas, hackers, c'est remplacé par ceci. Le A devient un 4, le E un 3, le S un 5. On a aussi le K qui s'est remplacé par une barre.
C'est Alt gros 6, si vous ne connaissez pas. Et un chevron ouvrant. Oui, bien sûr, tu pourrais le faire en lit, c'est pas du tout ce que va faire un logiciel de brute force. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre le tout très long avec le plus grand alphabet possible. On va faire des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Le tout avec le moins de cohérence possible entre les caractères. Un mot de passe aléatoire sera toujours forcément plus performant qu'un mot de passe ayant du sens pour l'utilisateur. Puisqu'une attaque par dictionnaire, au final, ça fonctionnera pas. Ah mais attends, jamais je réussis à le retenir ton truc là. Donc on a une méthode qui consiste à retenir une phrase, par exemple mais où est donc Ornica. On va prendre la première lettre de chaque mot, ce qui va nous donner mot et donc, ce qui nous donne 7 lettres au total. C'est pas top. On va rajouter une majuscule au début et à la fin des chiffres et des caractères spéciaux pour faire un minimum de 10 caractères. Ça nous donne, on va dire, mot et donc 42 points d'exclamation. Allez, je l'ai mis sur tous mes sites. Évidemment, il faut vous prendre une phrase qui vous est vraiment spécifique et qui a du sens pour vous. Genre une phrase que peu de gens vont utiliser. En revanche, C'est Voltaire, hein, c'est pas moi. une fois que vous avez votre mot de passe tout neuf, faut pas l'utiliser sur tous vos sites. Donc si vous suivez l'actualité, vous avez dû remarquer quelques légères fuites de mots de passe sur les internets mondiaux, genre ça ou encore ça. On pourrait penser qu'une bonne méthode serait de rajouter le nom du site dans le mot de passe, genre moedonc 42 Facebook ou moedonc 42 Twitter. Franchement, si votre mot de passe se retrouve dans la nature, l'algorithme est tellement évident que c'est comme donner ce mot de passe pour tous vos sites au final. Ok. Bah, désolé de vous dire ça, mais oui, il faut vraiment que vous ayez un mot de passe différent pour chaque site. Oh, c'est chaud Narvalo. Déjà j'ai déjà oublié celui que tu m'as filé là tout à l'heure. Mais c'est pour ça qu'on a inventé les gestionnaires de mots de passe. Enfin, pour se faire de la thune aussi, hein, faut pas se le cacher. Les gestionnaires de mots de passe sont des logiciels qui permettent de chiffrer plusieurs mots de passe afin de pouvoir les stocker de manière sécurisée et les transmettre à l'utilisateur à sa demande. Ouais, en gros, c'est une espèce de coffre-fort. Vous allez mettre vos mots de passe dedans et vous devrez rentrer un code pour y avoir accès. Donc puisque ce code permet de déchiffrer l'intégralité des mots de passe que vous avez stockés, il va être très important qu'il soit robuste. Une quinzaine de caractères, ça me paraît pas mal. Certains gestionnaires sont très évolués et s'intègrent parfaitement avec le navigateur web. Ils peuvent remplir automatiquement les champs de connexion, générer à la volée les mots de passe et même changer tout seul les mots de passe au bout d'un certain temps. Et sur un malentendu, je fais comment si je oublie le gros mot de passe par exemple? Ah, tu l'as dans l'os. Sérieusement, on est passé de un mot de passe par site à retenir à un seul mot de passe pour tous vos sites. Vous devriez y arriver, je pense. Mais c'est pas genre super dangereux d'avoir tout au même endroit? Bah oui et non. Si tu oublies ton mot de passe maître, t'auras perdu tous tes mots de passe à jamais. Il existe des solutions qui permettent malgré tout de déchiffrer l'ensemble des mots de passe, mais à votre passe, franchement, j'aurais pas confiance. Un gestionnaire de mots de passe ne doit jamais avoir accès aux mots de passe en clair. Seul l'utilisateur doit pouvoir déchiffrer son coffre-fort de mots de passe. Sinon, ça veut dire que s'il se fait attaquer et que l'attaque réussit, un attaquant pourra potentiellement avoir accès à tous vos mots de passe. Ok. Ah, du coup, je l'ai trouvé où là ton gestionnaire de mots de passe? Il en existe plusieurs. Personnellement, moi j'utilise Dashlane et je ne peux que le recommander. Oh mais comment tu fais de la pub? Espèce de corrompu va. Ouais, bon, ça va, je connais vraiment principalement celui-là. C'est celui que j'utilise au quotidien au final. Mais t'as aussi KeePass, LastPass, OnePassword. Dashlane, lui au moins, il est français, parce qu'il faut quand même pas mal. Attention, il n'y a pas encore de version Linux, c'est vraiment son principal défaut pour moi. On a vu comment sont stockés les mots de passe, comment on les casse et surtout comment les sécuriser. Mais au final, est-ce que les mots de passe ont de l'avenir ? D'autres solutions existent, comme l'authentification forte. Ça, on va sûrement en parler dans un prochain épisode. Et en ce moment, il y a beaucoup de hype qui s'est monté autour de l'authentification biométrique, comme quoi c'est trop ouf, c'est trop secure, avec un seul doigt vous pouvez ouvrir votre iPhone. Mais ça, on en parlera, et pourquoi surtout c'est de la merde. Allez, ce point sécu est maintenant terminé. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette première vidéo par commentaire sur la page Facebook du point sécu ou alors sur la page Twitter. Il y a les liens là et là normalement. Je compte bien faire plusieurs vidéos avec différents thèmes. Là on est sur l'authentification mais j'ai plein d'idées en tête. Si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, dites-le moi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé pour réaliser cette vidéo, notamment Luc. Merci Luc. Et je vous fais des bisous, les loulous. Ciao.